bonjour. Donc, je vais vous parler de Predictive Analytics. Je n'ai pas le savoir de Michel Serres pour vous expliquer comment l'algorithme et l'algorithmique peut influencer notre société, mais je vais essayer de vous expliquer les mythes et aussi la réalité du Predictive Analytics. Mais tout d'abord, un petit point de vocabulaire. Predictive Analytics, c'est quoi? On a l'habitude de séparer l'analytics en deux, l'analytique descriptif et l'analytique prédictif. L'analytique descriptif nous aide à savoir ce qui s'est passé et donc à comprendre. Souvent, l'analytique prédictif nous aide à prévoir ce qui va se passer et donc à agir. Juste un terme de vocabulaire. On va commencer par remonter. Ah, mais il faut que je prenne un... Hop. Elle est juste ici pour vous. Voilà. Hop. Vert. Et j'appuie sur... Vert, a priori. C'est votre baguette magique à vous. Ouais, Elle devrait vous permettre de faire apparaître ces Et slides. voilà. Et une deuxième vert. On est presque calé. Allez-y. C'est bon? Ça devrait. Moi qui voulais monter dans le passé, j'ai du mal à aller dans le futur. Et voilà. Allons-y. Donc Incroyable. repassons dans le passé et regardons un astrophysicien français qui s'appelle Le Verrier au XIXe siècle. Le Verrier, après l'analyse de l'inclinaison des différentes planètes sur les systèmes, a prévu qu'il y avait une nouvelle planète qu'on ne connaissait pas encore, qu'il a appelée Uranus, et que cette planète, Neptune, pardon, et que cette planète apparaîtrait tel jour, telle heure, au milieu du ciel. À quelques 1000 kilomètres de là, à Berlin, un autre astrophysicien, allemand cette fois-ci, regarde dans sa lunette et s'écrit « Monsieur Le Verrier, la planète dont vous m'avez parlé, je l'ai vue, là où vous l'avez dit, au jour où vous l'avez dit, à l'endroit où vous l'avez dit ». C'est un peu cette image d'Épinal du Predictive Analytics qu'on a tous en tête. Les data scientists, pour parler le vocabulaire d'aujourd'hui, vont brasser des données et nous prévoir avec une véracité absolue le comportement d'un client, le réachat d'un consommateur, le succès d'une opération marketing, le succès d'une campagne. En fait, on va voir durant l'exposé. Cette fois-ci, je crois que je domine. Non, toujours pas. Et voilà. Donc, on va voir devant l'exposé les mythes et les réalités. C'est-à-dire qu'on va voir que je vais essayer de désacraliser un petit peu pour vous le Predictive Analytics en regardant à la fois les mythes qu'on a tous en tête et la réalité de la chose. Puis après, on reviendra sur quelque chose d'un petit peu plus opérationnel en regardant comment le Predictive Analytics peut être utilisé. On prendra l'exemple de la personnalisation d'une newsletter. Et enfin, j'essaierai de partager avec vous quelques recommandations pour la mise en œuvre et les bonnes pratiques en termes de Predictive Analytics. Donc commençons par regarder les différents mythes. C'est celui-là de vert ou c'est celui-là? Ah non, c'est celui qui est au-dessus. Et voilà, tout c'est clair, j'appuie sur le mauvais. Ok, donc on y va maintenant. Donc mythe numéro 1. Le mythe numéro 1, je pense que vous l'avez tous vu depuis que vous êtes là ce matin, le Predictive Analytics est utilisé par l'ensemble de la place. Si vous ne l'utilisez pas, c'est que vous êtes vraiment ringard. Tout le monde l'utilise. C'est un grand mythe, on a fait le tour, c'est devenu ce que les Anglais appellent une commodité. Donc nous, on a fait une enquête auprès des digital marketeurs cette année, dans laquelle on leur a demandé s'ils utilisaient ou s'ils avaient l'utilisé. Et effectivement, on a plus de 60% des digital marketeurs qui nous ont dit qu'ils utilisaient ou qu'ils envisageaient d'utiliser le Predictive Analytics. Quand on regarde même un petit peu plus en profondeur, on se rend compte que ce chiffre monte jusqu'à plus de 77% sur les entreprises de taille moyenne et à plus de 80% quand on est sur les entreprises de grande taille. Ce qui veut dire que ce qui devait être démontré a été démontré, le Predictive Analytics est utilisé par tout le monde. Encore une fois, essayons de regarder et d'ouvrir le mythe et d'aller un petit peu plus en détail sur le sujet. J'ai vraiment des problèmes avec ça. Allons-y. J'ai un endroit quelconque où je dois montrer où je dois aller? Absolument pas. Donc c'est moi qui ai un... Et voilà. Ok, donc on va revenir en arrière. Et en avant. Et en arrière. Et voilà, c'est le bon. Ok, donc on reprend. Ça, c'était le mythe. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'en fait, quand on va un petit peu plus loin dans l'enquête, les marketeurs nous disent qu'ils ont quand même pas mal de difficultés à mettre en œuvre le Predictive Analytics. En fait, ils évoquent 3 raisons pour lesquelles ils ont des difficultés. La première raison, c'est le coût.
La deuxième raison, c'est la complexité. Et la troisième raison, c'est les silos de l'information. Je pense que les silos du système d'information ont été évoqués depuis ce matin, donc je ne reviendrai pas dessus. Je vais me focaliser sur le coût et je vais me focaliser sur la complexité. Donc le coût, en fait, quand vous additionnez le coût des data scientists, quand vous additionnez le coût de l'infrastructure, le coût des logiciels, ça commence à être un budget relativement conséquent. Quand on le lie à la complexité, c'est-à-dire que ça reste encore aujourd'hui une affaire de spécialistes, quand on lit les deux, on voit qu'il est difficile encore aujourd'hui pour les digital marketeurs, bien souvent de mettre en place des use cases qui prouvent le ROI de l'investissement. Donc quand on met en place ces deux éléments, on se rend compte que coût, complexité et organisation sont des éléments qui sont aujourd'hui encore des freins. On ne peut pas dire, mythe numéro 1, que l'analytics prédictif est utilisé par l'ensemble des marketeurs. Mythe numéro 2. On a tellement de data qu'on n'a pas besoin d'analytics. En fait, je sais tout sur mes données. Je sais tout sur mes clients. Quand vous regardez le nombre en termes de messages sociaux que vous avez, quand vous regardez le nombre de photos qui sont téléchargées, quand vous regardez le nombre de systèmes qui sont connectés sur Internet, finalement, on a une immense, j'ai l'habitude de dire, un déluge de données qui nous arrive et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, de manière naturelle, ça veut dire quoi pour vous, pour nous, marketeurs? Ça veut dire qu'on sait à peu près tout sur nos clients. On sait leur parcours, on sait ce qu'ils ont acheté, on sait ce qu'ils ont réagi, on sait ce qu'ils aiment. On a énormément d'informations. Et donc, la démarche est assez simple de se dire que la problématique est simplement d'accès à cette information. C'est une problématique technique d'accéder simplement à la bonne information puisqu'elle est quelque part et que cette information, il suffit de la trouver pour mieux cibler, mieux personnaliser, mieux s'adresser à mes différents clients. En fait, encore une fois, la réalité est un tout petit peu différente. On peut évoquer ici 3 éléments de la réalité. L'effet gruyère, les limites du cerveau et le prédictif. L'effet gruyère, ça veut dire que vous n'avez pas toutes les informations dont vous avez besoin. Donc, il faut à chaque moment utiliser Analytics pour combler les trous de votre système d'information. Le cerveau, je ne sais pas vous, mais moi, après 1, 2, 3 dimensions, j'y arrive plus. Et j'ai besoin de l'algorithme pour passer aux 50 ou 100 informations qui sont présentes dans mon système d'information. Et le prédictif, si je peux vous dire quel temps il veut faire, si je peux vous dire si un client va plus ou moins réagir, je ne suis pas capable de le quantifier. Et donc, j'ai bien besoin de ce prédictif analytique pour quantifier cette analyse de data. Troisième mythe, c'est le contraire du premier. Je sais, l'analytique est tellement puissant qu'il peut à peu près prendre ma place de moi, marketeur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai une question, il existe une réponse prédictive qui est une réponse qui va répondre à ma question. Par exemple, si je veux être pertinent, ça veut dire que je veux adapter mon message avec mes comportements de clients, j'ai qu'à utiliser des recommandations produits. Par exemple, si je veux être respectueux, ça veut dire est-ce que je ne veux pas envoyer trop de messages à mon client, j'ai qu'à utiliser du uplift modeling, etc., etc. Et encore une fois, on va revenir sur la réalité. L'analytics est efficace, il est nécessaire, mais parfois, il n'est pas décisionnaire. Il vient comme étant un élément du système de décision qui vient se compléter avec votre expérience, notre expérience de marketeur, plutôt que quelque chose d'automation à chaque fois. On peut citer la personnalisation d'une image, on peut citer un contenu, on peut choisir le choix du canal. Toutes ces informations sont très certainement et très souvent des informations qu'il faut combler et qu'il faut connecter avec le système analytics. Voilà, je pense que j'en ai à peu près terminé de déboulonner l'idole. Je ne suis pas forcément là pour ça. On va remettre la statue du commandeur au bon endroit. On va pas jeter le bébé avec l'eau du bain et on va essayer de prendre un exemple concret d'utilisation du Predictive Analytics. Donc, premier exemple que l'on va prendre, on va prendre l'exemple de la personnalisation d'une newsletter. Donc, c'est un exemple d'un retailer qui va vendre des produits de sport et qui envoie sa newsletter à l'ensemble de ses clients. Donc, la problématique n'est pas la cible, n'est pas l'audience, la problématique est la personnalisation. Donc, comment on a utilisé ici l'analytics pour l'aider à améliorer les performances de sa campagne? Bon, on a fait 3 choses. La première chose qui a été effectuée, c'est une segmentation des clients qui a permis à chaque segment de faire correspondre une certaine image. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a analysé les préférences clients en termes de date et de jours et d'heures de réception. Ce qui veut dire que grâce à ça, on a pu envoyer non pas une seule newsletter, mais splitter la newsletter en 3, en 4, en fonction des préférences des clients. Et bien évidemment, on a utilisé les recommandations produits pour adapter le bon produit au bon client.
quels sont les résultats qu'on a pu en voir apparaître? En fait, quels que soient les KPI qu'on regarde, le taux d'ouverture, le taux de clic, le revenu, on a l'habitude de dire que quand on utilise bien du Predictive Analytics, on gagne entre 2 et 5 euros par client par an. Donc, je vous laisse calculer sur votre nombre de clients les perspectives de gains que ça représente. Donc, voici pour les retours sur investissement et les cas concrets d'utilisation de l'analytique. Donc, si vous voulez vous mettre en place de l'analytique prédictive, en fait, qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire et qu'est-ce qu'il est nécessaire de mixer en termes de prédictif analytique et d'expérience digitale? En fait, il y a 4 éléments qui sont importants. Le premier élément, c'est une segmentation des consommateurs, de manière à ce que vous puissiez passer d'une segmentation et d'une analyse de masse à une analyse qui va être, et une démarche qui va être pas exactement du one-to-one, mais vous allez commencer par du one-to-few, c'est-à-dire à chaque segment faire correspondre une démarche. La deuxième chose, c'est des préférences clients. Ce que j'appelle préférences clients, c'est quel est le meilleur canal, quel est le meilleur timing, quel est le même jour, quelle est la sensibilité au discount, qui est le deuxième élément de base. Le troisième élément, c'est le real-time prédictif. Ça ne sert à rien d'avoir des scores si ces scores ils sont figés dans votre système d'information. À chaque problématique, vous devez pouvoir déclencher un système prédictif qui vous prévoit quelle est la cible pour cette problématique-là. Pas quelque chose de préconçu, quelque chose qui soit real-time. Et enfin, la recommandation produit, comme je l'ai expliqué préalablement, en termes d'adaptation des clients par rapport aux produits. J'en ai terminé sur ma présentation. Je voudrais m'excuser pour la difficulté que j'ai à manier ce petit instrument très technologique que tu as entre les mains. Et vous êtes tout pardonné. Et je voudrais finir en demandant à mes collègues data scientists qui sont dans la salle, ou ceux qui sont dans la salle, un petit peu d'humilité, de toujours avoir en tête cette phrase de Bohr, qui est un des inventeurs de la mécanique quantique dans le monde, et qui dit « La prédiction est un exercice qui est très compliqué, surtout quand elle concerne le futur ».